Et on vient de l'apprendre, la rencontre aura lieu encore plus vite que prévu. Émilie, ce sera en Arabie Saoudite. C'est le développement là des dernières minutes. On vient juste de l'apprendre, c'est un communiqué de la Maison-Blanche. On va écouter d'ailleurs la porte-parole de la Maison-Blanche dans un instant. Mais d'abord, regardez, c'est une image qui était extrêmement attendue. Alors, c'est un montage, il faut le dire, mais c'est ce qui fait par Aurélien Hamel. C'est ce qu'il s'est passé ces dernières heures. Vladimir Poutine au téléphone avec Donald Trump pendant 1h30. Il y a d'abord eu un communiqué de presse du Kremlin et puis quelques minutes après, un long message sur les réseaux sociaux par Donald Trump. Regardez ce qu'il a déclaré. Je viens d'avoir un appel long et très productif avec le président Poutine. Nous avons discuté de l'Ukraine, du Moyen-Orient, de l'énergie, de l'intelligence artificielle, de la puissance du dollar et d'autres sujets. Et puis nous avons réfléchi à la grande histoire de nos nations et au fait que nous avons combattu ensemble, oula c'est très long, et au fait que nous avons combattu ensemble. Alors c'est pas tout à fait cette... Nous avons chacun parlé des points forts de nos nations respectives, du grand avantage que nous tirerons un jour de notre collaboration, mais d'abord, comme nous en sommes tous deux convenus, nous voulons mettre un terme aux millions de morts qui ont lieu dans la guerre avec la Russie et l'Ukraine. On va peut-être entendre un mot de la Maison-Blanche que l'on vient juste de recevoir. C'est un débrief de ce qui a été dit par téléphone entre les deux hommes. Comme vous le savez, le président s'est entretenu ce matin avec le président Poutine. Ils se sont longuement entretenus et le président a publié une déclaration faisant état de cette conversation dans les moindres détails. Je peux également confirmer que le président vient de s'entretenir au téléphone avec le président Zelensky. La conversation s'est très bien passée. Comme le président Poutine, il souhaite faire la paix. Nous avons discuté de divers sujets liés à la guerre. Il est temps de mettre un terme à cette guerre ridicule qui a entraîné des morts et des destructions massives et totalement inutiles. Alors voilà ces événements majeurs. On va chapitrer et développer tous les points extrêmement importants. C'est la sécurité non seulement de l'Ukraine mais de l'Europe qui se joue et on va voir dans quelles circonstances extrêmement importantes ce soir. Peut-être d'abord le ton et l'essentiel. Ils vont se rencontrer et on le comprend, ils vont se rencontrer en Arabie Saoudite. Un des points importants du message, c'est chacun va rendre visite à l'autre. Il y a une promesse d'invitation mutuelle, Elisabeth Shepard-Salam. En termes de chaleur, de réchauffement, on ne peut pas faire plus en réalité. Poutine ne pouvait pas attendre à mieux. On a l'impression que deux vieux potes se retrouvent pour partir en vacances ensemble, pour refaire le monde ensemble, ce qui est très inquiétant. Là. Il n'y a pas un mot de critique, par exemple, sur l'invasion, pas un mot de critique sur l'occupation des territoires. Ça n'est que positif et chaleureux, évidemment, c'est ce qui marque au premier chef. Mais nous ne pouvons pas attendre d'un Trump des mots de critique, surtout dans la situation où il veut arranger quelque chose. Lui, il est toujours, déjà il a un vocabulaire assez limité, c'est toujours formidable, les gens sont parfaits, la situation est extraordinaire. Donc il nous a sorti du Trump, il n'y a rien de nouveau dans ce qu'il a dit. Mais c'est vrai que le fait même de discuter avec Poutine, c'est une énorme tâche sur sa biographie du futur faiseur de paix. Vous dites parce qu'il s'éplie, c'est une tâche au sens, c'est une erreur morale. C'est une erreur morale, erreur stratégique et tactique, et surtout il se plie devant un dictateur sanguinaire, tout en parlant d'une guerre ridicule. Je suis désolée, cette guerre n'est pas ridicule, c'est une guerre sanguinaire où il y a des centaines de milliers des Ukrainiens qui sont tués par les Russes volontaires qui vont à la guerre pour détruire l'Ukraine. Donc il n'y a rien de ridicule et je pense que ça va traîner derrière lui. Vous posez très exactement, première discussion, est-ce que c'est une erreur en soi d'offrir cela à Poutine, cette photo qu'il aura à la Maison-Blanche? Évidemment, l'image aura une force énorme. La photo n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est les morts sur le terrain. C'est le drame de cette guerre qu'il faut arrêter. Il faut un cessez-le-feu le plus rapidement possible. Il y a eu des milliers de morts. Pendant l'émission, il y a peut-être 30 ou 40 morts et très graves blessés. Il faut arrêter cette guerre. Le médiatique, c'est très accessoire. On reparlera évidemment de ça. Faut-il ou non partir à Poutine? Mais un mot quand même sur l'Arabie Saoudite, puisque c'est le développement le plus récent. Le lieu est extrêmement intéressant et extrêmement significatif. Samantha de Bendern, pardon, mais Samantha, est-ce que c'était évident qu'il n'allait pas d'abord se retrouver au Kremlin et à Washington? L'Arabie Saoudite, ça vous semble peut-être le plus réaliste? C'est du point de vue de cette guerre, c'est un terrain neutre.
J'avais entendu de mes sources ukrainiennes que depuis plusieurs semaines, les équipes de Trump et de Poutine s'étaient déjà rencontrées en Arabie Saoudite. Donc l'Arabie Saoudite, clairement, se positionne en faiseur de... je dirais pas en faiseur de paix, en faiseur de négociations. On rappelle quand même que les pays du Golfe, le Qatar et l'Arabie Saoudite ont déjà joué un rôle dans la libération d'otages, dans d'autres discussions, dans les coulisses entre la Russie et les États-Unis. Donc ça ne m'étonne pas du tout. Ils ne pouvaient pas se rencontrer ni à Washington ni à Moscou. Est-ce que c'est le nouveau monde qui se déroule sous nos yeux? Pardon, une minute de patriotisme. Moi, je suis genevois. Il fut un temps où Genève était le lieu évident pour ce genre de choses. Alors, est-ce qu'il y a un petit décentrage, c'est-à-dire que petit à petit, Saoudien disait, MBS dit, nous serons l'Europe du 21e siècle. Ils ont de très grandes ambitions. Oui, alors là, bienvenue dans le monde de Trump. Effectivement, c'est le nouveau monde, mais c'est le monde de Trump. Avec l'Arabie Saoudite, on sait ce que ça donne au niveau du respect des droits de l'homme, etc. Oui, ils ont tendance à découper un peu les opposants. Oui, légèrement. Et d'ailleurs, un citoyen américain, faut-il le rappeler. Et Biden était allé s'humilier, il faut le rappeler, puisqu'on critique beaucoup Trump à tort ou à raison, mais Biden était allé s'humilier en enterrant toutes ces belles promesses très morales. Ouais, et juste une toute petite remarque aussi sur l'Arabie Saoudite. On sait que l'Arabie Saoudite est extrêmement sensible à toute pression sur les prix du pétrole dans le monde. Et comme c'est une des questions qui préoccupe Trump, un des leviers que Trump voudrait utiliser ou pas sur Poutine, je pense que cette question de l'Arabie Saoudite et de l'OPEP, par exemple, joue un rôle. Je ne sais pas lequel, mais il y a un lien. L'impact, représentons-nous, l'impact historique de cette image, c'est-à-dire Poutine, inculpé par la Cour pénale internationale, dont beaucoup disaient il est mort politiquement, on ne le reverra plus sur les enceintes internationales, etc., il était paria, on disait qu'il était paria, qui sera là en Arabie Saoudite, serrant la main de Donald Trump. Est-ce que ça va ouvrir la voie à tous les autres? Tous vont se précipiter. Oui, mais ça montre aussi que toutes les institutions internationales, toutes les règles communes, le droit international est quand même très largement bafoué. L'ONU. Vous vous souvenez, il y avait ce truc qui s'appelait l'ONU, ce machin. Oui, où est l'ONU là? Vaguement entendu parler. Mais là, où est l'ONU? Effectivement, le Conseil de sécurité, des choses comme ça. Tout ça, on voit bien que c'est pas la priorité de Trump. Le droit, d'ailleurs, d'une manière générale, c'est pas forcément sa préoccupation majeure. Et voilà, ce qui me frappe, c'est effectivement les institutions internationales ont disparu. On dialogue directement, en bilatéral. Et puis deux, c'est l'Europe. Où est l'Europe là-dedans? Où est-ce que même le mot Europe est prononcé dans tout ce qu'on entend depuis quelques temps? On verra en effet que ni Trump ni Poutine ne la mentionne, et je crois le président Zelensky, alors il l'a beaucoup mentionné précédemment, soyons honnêtes, mais là aujourd'hui effectivement l'Europe. Mais c'est Jean-Noël Barrot d'ailleurs qui le souligne. Il dit que ça ne se fera pas sans les Européens, parce qu'il a tout de suite vu qu'on était absent de ces négociations. Est-ce que ça peut se faire, Elisabeth Shepard-Selam, sans nous? Moi, ce qui m'inquiète, c'est que oui. Malheureusement, on est face à la fois à l'impuissance des deux en question, mais aussi à notre impuissance. C'est-à-dire que si l'Europe ne s'organise pas, si l'Europe reste divisée, l'Europe restera plus ou moins... Alors lisons la déclaration, puisque vous l'amenez très justement, Émilie. Il n'y aura aucune paix juste et durable en Ukraine sans les Européens. Forcer l'Ukraine à la capitulation. On voit là le sens que la France est en train de donner à ce qui est en train de se passer. Ce serait consacrer définitivement la loi du plus fort et inviter tous les tyrans de la planète à envahir leurs voisins. Le mot capitulation là est un des plus forts, c'est-à-dire que Trump parle, on entendra tout à l'heure les déclarations incroyables de Excès, de son secrétaire à la Défense, et la France répond, nous avons entendu capitulation. Je pense que nous devons commencer à nous habituer peut-être, comme Européens, je parle comme une Européenne française, à ce monde réel, où, pas le monde imaginaire, mais le monde où, oui, le plus fort, il a raison. Et Trump, avec son méconnaissance historique, avec l'incompréhension totale de la situation en Ukraine, il arrive et il commence à parler et mettre sur la table les discussions, là où il a promis à président Zelensky qu'il n'aura pas de négociations sur l'Ukraine. Donc, normalement, déjà, et l'Ukraine est un peu mise à l'écart parce que, soi-disant, les grandes puissances qui se décident, on ne sait pas encore ce qu'ils se décident. Il a téléphoné, soyons précis, pardon de vous couper, mais
président Trump dit qu'il a appelé le président Zelensky et Zelensky... Après. alors, Il a expliqué. Après. Oui, mais c'est là où les Russes ont l'informer. gagné quand même leur coup. pour l'informer. C'est là où les Russes ont gagné parce que c'était un peu le jeu non dit ce jeu international où Zelensky il insistait sur le fait que d'abord il faut parler avec l'Ukraine et après au vu de cette agitation par rapport à Munich, par rapport à la visite de différents dignitaires américains en Ukraine pour justement discuter les questions sur place, les Russes ils ont joué fin, il faut dire, ils ont sorti la carte de cet otage qu'ils voulaient libérer et finalement ils ont réussi à attirer les Américains qui sont allés comme des naïfs complètement dans le piège. Emmanuel De Villiers, je vous voyais sourire depuis tout à l'heure. Est-ce qu'on crache dans la soupe en fait parce qu'on n'a pas réussi à mettre fin à ce conflit? Est-ce que finalement Donald Trump n'a pas raison de dire bon vous n'avez pas su faire, donc moi je m'en occupe et ce sera sans vous? C'est un peu ce que vous dites, effectivement. C'est pas ce que je pense, mais est-ce que c'est ce que vous pensez? Il n'y a pas de solution militaire, madame, dans cette guerre sur le Bien terrain. sûr, il y a la solution militaire. Donc monsieur, c'est facile bien pour nous évidemment. d'en parler dans un super. C'est facile pour vous de parler aussi, décor vous de savez. télévision. Vous dites n'importe quoi, vous ne pouvez pas, affirmer laissez quelque finir. chose Non, non. sans avoir les preuves. Si on avait suffisamment d'armements, la solution militaire existe. Mais comme les armements n'ont pas été fournis, il n'y a pas de solution militaire Non. pour l'instant. Les armements ont été fournis, les Non, il n'y Ukrainiens avait sont pas assez, héroïques, non, il faut pas non mais il n'y a plus, pas de possibilité de gagner contre la Russie. Mais- C'est un jeu égal avec un léger avantage Voilà, à la la Russie. victime parfaite de la propagande russe. Vous voyez, et là, Alors, il y en a beaucoup en vous Europe. permettez Poser que les je- choses. si vous permettez Non, mais que je Alain m'exprime, Poëdi, oui. Alain Poëdi pose une vraie question. Est-ce que la négociation est un effet de la propagande russe? Absolument. Voilà. Pour moi, Est-ce c'est que là, absolument le ça. président Zelensky lui-même est victime de la propagande russe? Il faut quand même dire cette chose incroyable. On est un soir, on va entendre tout à l'heure le président Zelensky qui parle de négociation. Alors qu'avec raison, Allah disait toujours négocier quand on a une partie de son territoire occupé. Vous disiez c'est du pétainisme, Non, c'est de la lâcheté. Darius, et ça dépend ce que nous allons négocier. Parce qu'on Mais parle avant, du mot, mais on d'abord, ne sait libère pas ses le territoires. contenu. Vous Mais disiez toujours d'abord on libère ses territoires. Mais bien sûr, mais peut-être c'est ça ce qui va se passer. Nous ne savons rien encore. Nous sommes en train de spéculer sur une situation qui encore n'est pas se faite. Vous voyez. Et effectivement, Alors, est-ce que, avant la négociation, est-ce que l'Ukraine peut encore, par la force, avec l'aide des Européens, libérer ses Oui. territoires? Oui, Alors, bien sûr. libérer ces territoires, non. Pourquoi? Mais en tout cas, ne pas négocier dans ces conditions. Mais pourquoi ne pas libérer? Je pense que militairement, l'Ukraine n'a pas les moyens de libérer les territoires conquis par les Russes, enfin surtout ceux depuis 2014. C'est sûr, ni la Crimée, ni une très grande partie du Donbass. Ensuite, Tout faire le monde pense pression. ça ici? Non. Ensuite, faire Bien sûr pression. que non. Ensuite, Pour l'instant, oui, incontestablement, bien sûr. Et on le sait d'ailleurs depuis 2023, que les Ukrainiens actuellement n'ont pas les moyens de s'emparer de Ils n'ont- libérer le territoire occupé. Maintenant, les choses peuvent évoluer, effectivement. Écoutez Pete Exet, parce que effectivement, quand on dit que les Américains sont en train d'abattre leurs cartes, cette déclaration est très spectaculaire. Parce que avant même la négociation, en principe, on attend la Bien négociation, sûr. et comme vous le disiez, à la fin de la négociation, éventuellement, on va voir ce qu'il y a. Mais avant même, ils disent non, c'est irréaliste. Et regardez la tête des autres qui entendent Pete Exet qui est en train là de déclarer ça. Avant même la négociation, il dit non, c'est fichu. On ne pourra pas, c'est irréaliste, dit-il, de récupérer le Donbass et la Crimée. Écoutez-le. Nous ne mettrons fin à cette guerre dévastatrice et n'établirons une paix durable qu'en associant la force des Alliés à une évaluation réaliste du champ de bataille. Nous voulons, comme vous, une Ukraine souveraine et prospère. Mais nous devons commencer par reconnaître que revenir aux frontières de l'Ukraine d'avant 2014 est un objectif irréaliste. Poursuivre cet objectif illusoire ne fera que prolonger la guerre et causer davantage de souffrance.